Bienvenue dans Underscore, émission numéro 13. J'accueille aujourd'hui Balo et Sony. Un tonnerre d'applaudissements. On n'a pas encore d'émote Gabin qui applaudit. Balo, vous le connaissez sûrement, le fameux youtubeur designer qui a, on peut le dire, quand même pas mal percé ces derniers mois. C'est vrai. Notamment avec tes créations de logos qui sont absolument super cool à suivre. N'hésitez pas, n'hésitez pas à aller voir ça. Et Sony, alors Sony, vous en entendez parler vraiment depuis très longtemps. Vous avez peut-être oublié, qui sait, mais c'est la personne qui est derrière toute la charte de cette émission déjà. Ouais, c'est vrai. T'es derrière les designs de Furich, t'es derrière une partie des émotes Gabin. Oui. Ah si. Non, pas... Surtout Chloé. Oui, non, les émotes pas Gabin justement. Les émotes pas Gabin. Gabin c'est Chloé, mais... Voilà. Ouais. Le reste, t'as fait quoi d'autre? Beaucoup de choses. Ouais. En fait, dès qu'il y a un truc qui ressemble à quelque chose qui est pas moche, que moi je fais, souvent c'est Sony qui est derrière. Donc voilà, vous le rencontrez enfin. Et pour tout vous dire, on se rencontre aussi enfin. Ouais. On s'était jamais vu IRL. Non, ouais, c'est full remote depuis qu'on se connaît. Et pourtant, ça fait un moment qu'on bosse ensemble. Hein. Bah ouais, ça fait depuis bien 2018, je pense. Ouais. Donc c'est un grand plaisir de te rencontrer en vrai. Et toi, Balo aussi, c'est la première fois qu'on se voit. Ouais. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Hein. Bah non, mais écoute, super plaisir. Je tiens à dire quelque chose, c'est que tu as annulé ton stream. Parce que Mocio nous fait concurrence. Mais je vais peut-être devoir changer mon horaire de stream pour ça. Il va falloir négocier quelque chose là, parce que c'est vrai que je regarde l'émission uniquement en rediffusion sur YouTube et c'est dommage. Tu es obligé d'attraper. Honnêtement, tu n'es pas obligé de garder ce slot. Tu sais, on peut. Ça peut se négocier. On peut en discuter. Il peut y avoir des conséquences, par exemple, faire la mafia de Twitch. C'est ça quoi. Aujourd'hui, on a plein de choses au programme. Comme vous l'avez pressenti, le thème de l'émission tourne autour de tout ce qui est design, graphisme. On va parler de plein de trucs méga intéressants là-dessus. Surtout si vous n'êtes pas aficionados de ce milieu-là, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous. On va pouvoir parler de faire son logo, sa DA quand on est sa direction artistique, quand on est une start-up. Ou quand on n'est pas une start-up ou un indépendant. On va parler de la rémunération des graphismes, et notamment aussi un peu des dramas qu'il y a sur d'autres sujets, genre les concours, le display. Il y a plein de trucs à dire, honnêtement. Pour préparer cette émission, honnêtement, je me suis dit, mais c'est quoi les trucs dont on parle à chaque fois avec Sony, dont on débat et tout. Et je me suis dit, mais c'est en fait, ça ferait une émission méga cool. Donc, à chaque fois, on parle loin. Ouais, très loin. Il y a de quoi dire. Première question hyper simple, c'est quoi, et je propose que vous me répondiez chacun à moitié, c'est quoi la différence entre un graphiste et un designer? Choisissez un truc et répondez. Pour moi, designer, c'est beaucoup plus global que graphiste. Graphiste, c'est ciblé sur le graphisme justement, alors que designer, ça peut aller beaucoup plus loin, quoi. Tu peux être designer immobilier, tu peux être designer dans le monde de l'aviation. Ouais, Tu vois, c'est hyper global, designer. Mais en général, on dit graphic designer aussi, tu vois. Mais... Ouais, c'est tout ça est très perturbant. Moi, j'ai jamais, honnêtement. De nos jours, même, tu vois, graphiste, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un peu désuet, qu'il faut plus trop en parler. On va cibler plus des spécialités. Tu vas faire du motion design, faire de la vidéo, faire de l'UI, donc pour de l'interface, faire du branding, uniquement du logo, etc. Ça va plus se spécialiser sur des choses comme il y aurait un dev, en fait. Comme pour les devs, tu as des devs qui sont spécialisés front, t'en as qui sont spécialisés back. Se dire développeur, ça devient de plus en plus ambigu en fait. Ouais. Très global en fait. Hein. Ok, moi j'avais jamais vu le truc comme ça. Donc vous direz, c'est vous les boss, donc c'est pas vous diriez, c'est que vous m'expliquez, vous m'expliquez à moi l'élève que du coup le graphisme ça englobe. Plein de secteurs différents. Designer, en fait, en anglais, c'est le fait de créer. Donc, au final, designer, nous en France, c'est un amalgame qu'on fait, on le rattache au côté graphique. Mais au final, designer en anglais, c'est juste un créateur. Ouais, c'est ça. Au final, toi, t'es un designer de contenu, tu vois. Ouais. Ok, non, je comprends. Mais alors, du coup, je me souviens, c'était quelqu'un qui faisait de l'UI design. Je crois que je m'étais trompé, j'avais dit graphiste. Ouais. Et c'est pas totalement faux en vrai. Hein. T'es pas trompé. Le graphisme, c'est vraiment hyper global, tu vois. Genre, tu vas, il y a plein de sous-sections. Bon, j'allais dire typographe, mais typographe, c'est quand même un petit peu à part. Mais quelqu'un qui travaille un peu la typographie peut aussi être graphiste, considéré comme un graphiste, tu vois. C'est très global, quoi. Genre, typographe, c'était ce que faisait Steve Jobs, c'est ça? Je crois.
En gros, c'est le conceptualiser des... créer des typos. Créer des caractères et tout. Je crois que c'est, honnêtement, dites-moi, mais je crois que c'est ce que faisait Steve Jobs à l'origine. Ouais. C'est une info que je ne connais pas, ça, alors. C'est notamment de sa rigueur sur la création de police de caractère. Que découle un petit peu aussi toute génial. La philosophie Apple, quoi. Il avait sélectionné, je crois, les typos qu'il voulait dans macOS, etc. Steve Jobs. C'est sûr qu'il était quand même très très impliqué dans le graphisme. Mais je savais pas qu'il avait un petit background de typographe, quoi. J'ai une question qui vient qui n'est pas du tout prévue, mais vous avez des figures de votre domaine que vous suivez particulièrement? On a tous un peu ça. Moi, je sais que non, mais c'est con, mais moi je sais que tu as certaines personnes, je sais pas moi, en cybersécurité ou en développement qui ont une aura sur un peu toute la communauté des hackers ou des devs, etc. Je pense, je sais pas moi, enfin bref, je vais pas donner d'exemple, mais est-ce que vous avez des idées, vous, dans votre secteur? Moi, perso, j'ai des gens qui m'inspirent énormément et qui font partie un peu de mes tops au niveau de l'inspiration, mais en vrai, j'ai l'impression que dans le secteur du graphisme et tout, ça change beaucoup, tu vois, parce qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, en plus, tu as accès à tellement de contenu maintenant que c'est compliqué d'avoir actuellement, je pense, une seule personne qui ressort. Du coup, moi, c'est... Ou alors dans le passé, justement, on parlait de Steve Jobs. C'est... Genre, c'est naturel pour un graphiste de lire genre la biographie de Steve Jobs. Clairement, t'as des légendes de l'époque comme Paul Rand, tu vois, qui a été un designer qui a bossé... C'est qui Il a notamment travaillé justement avec Steve Jobs. Il faut vous mettre vraiment à mon niveau. Oui, Paul Rand, c'est un graphiste très, très connu. Qui est décédé déjà et qui a travaillé notamment avec Steve Jobs pour l'une de ses entreprises qui s'appelait Next. Et lui, c'était un peu une légende de son époque, quoi. Il a révolutionné plein de trucs et tout. Donc lui, on peut le considérer comme un peu un dieu, tu vois. Enfin, il y avait d'autres gens, tu vois, mais c'était un peu un gars un pionnier, quoi. Ouais, clairement. Les gens voulaient bosser avec lui, quoi. C'est sûr. Magnifique tête de ce monsieur. Petite question du coup pour quelqu'un qui nous regarde, qui n'a pas forcément les compétences que vous, messieurs, vous avez, que ce soit un site vitrine, que ce soit c'est ça. Je pense que c'est l'exemple le plus courant, tu vois, c'est un indépendant qui a besoin de se faire un portfolio ou une boutique qui a besoin de se faire un petit logo et tout. Qu'est-ce que vous conseillez? C'est quoi un petit peu les différents niveaux suivant aussi, j'imagine, les budgets, la taille de l'entreprise, pour se créer un logo? Ou une identité de marque, parce qu'en fait c'est plus large. Déjà la com, moi tu vois, je considère ça un peu comme des leviers. Imagine t'as un cockpit avec des leviers et tout, et quand tu commences, faut savoir déjà quel levier t'as besoin d'actionner, parce que chaque levier ça va te coûter un peu bonbon. Parce que déjà premier conseil, c'est de passer par un pro quand même. Très bon conseil. Non mais c'est une question con, mais en vrai tu tapes créer un logo, tu vois. Il y a tellement de solutions. T'as une ribambelle de trucs qui te proposent de faire ton logo et puis qui te l'envoie en PNG 32 pixels et puis voilà, débrouille-toi. Non mais alors du coup, je pense que vous avez un biais sur le sujet. Non mais je rigole bien entendu, ce sera tout de même très pertinent, mais pour dire que on fait c'est comme avant une émission, on déclare ses conflits d'intérêts. Non, clairement. Donc voilà, mais en gros, pourquoi est-ce que vous déconseilleriez quand même ce genre de plateforme, ce genre de truc? Parce qu'en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils te sélectionnent une couleur, une petite image d'arrière-plan. Ça, c'est par exemple comme les plateformes comme Wix, c'est ça que tu penses? Ils ont un créateur de logo, par exemple. Ça c'est hyper déconseillé dans le sens où tu vas te retrouver avec un truc qui va potentiellement être le même que quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas personnel en fait. Un logo, ça doit te représenter, c'est tes valeurs, c'est ton image, c'est ce que tu vas présenter aux gens en fait. Donc si tu présentes des trucs qui... Un logo maker. Logo maker. Après, moi je pense que des solutions comme ça peut être intéressant quand tu pars vraiment d'un truc où tu n'as aucun budget et que tu as besoin de rapidement te faire une petite image, mais quitte à la changer en fait, tu as un peu plus de budget. T'es dev et tu fais ton petit projet dans ta chambre et que tu veux quand même qu'il y ait un petit logo joli et que tu n'as pas les compétences sur Illustrator pour faire un truc. C'est bien. C'est une solution. En fait, c'est un équivalent à rien, quoi. À du blanc. À du mieux que rien. Parce que tu sais que tu n'auras jamais le budget pour tel projet, admettons, pour un graphiste et tout. Mais il faut se rendre compte aussi que payer un pro pour faire un... Il y a une raison. Alors du coup, si on passe à l'étape supérieure, maintenant que j'ai un petit peu d'argent, je vais voir qui d'abord? Ça, t'as encore plusieurs solutions. Genre Balo et Soniro. Moi, je suis attaché au local, donc je dirais, va voir déjà des gens du coin.
parce que c'est important de rencontrer des gens. Il y a une espèce de feeling, il y a une empathie en fait que du graphisme. La première qualité des graphistes, généralement, c'est l'empathie. Donc Pourquoi ça te fait Non, je sais pas, c'est le terme qui me faisait rire. mais du coup, c'est d'aller voir les locaux et de voir déjà, est-ce qu'il y en a des bons? Est-ce qu'il y en a qui te plaisent? Parce que c'est important aussi que son taf te plaise. Clairement. Et puis d'échanger avec eux, surtout de voir jusqu'où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux mettre en place. Et puis derrière, un pro, l'avantage, c'est qu'il peut te suivre tout au long de l'évolution de ton projet, en fait. Ouais, clairement, le contact humain, je crois qu'il est hyper important dans le sens où parfois quand tu passes par des plateformes qui créent des logos ou tu passes juste par un chat, tu vois, tu perds en fait énormément d'informations et tu as vraiment besoin de ce côté où tu discutes avec la personne qui est différente. Ouais. Parce que alors on va en reparler plus longuement après quand même. Mais effectivement, tu as une option qu'on n'a pas citée, c'est les plateformes, et je l'ai vu passer dans le chat. J'ai vu passer Fiverr, on va en reparler plus longuement après. Mais en gros, est-ce que c'est pas aussi un intermédiaire en termes de gamme de prix? On a parlé de gratuit, on a parlé de bosser avec un freelance. Même, tu vois, moi j'ai connu d'autres plateformes. Alors il y a Kang par exemple, pour citer moi j'ai connu. Kang, c'est encore avant, tu vois, ils font du préfet en fait. C'est un logo qui est préfet, donc au final, ça correspond un peu au logo maker, un truc comme ça. Je trouve que Fiverr, au final, c'est pas une si mauvaise alternative. Tu as des vrais créatifs qui te proposent une vraie prestation qui est adaptée à ton truc. Le seul souci qu'on peut leur reprocher, c'est. C'est rigolo, je me suis fait virer de Kang. Ah ouais? T'as fait quoi? J'étais pas d'accord avec le fait de faire du préfet en fait. Du coup, ils m'ont dit pas ouf. Ce n'est pas dans nos valeurs. Après, si c'est écrit dans le titre. Ouais. C'est peut-être été surpris, mais ouais, c'est ça. Donc ouais, les Fiverr au final, souvent c'est. Je vois par exemple, t'as dû voir la vidéo de Benjamin Code sur son background là. C'est incroyable quoi, ce qu'a fait le graphiste. Enfin, c'est super propre, etc. Comme c'est devenu la nouvelle trend, il a fait faire un fond en 3D qui lui permet avec un fond vert de se retrouver dans un décor incroyable. Ouais. Vous vous souvenez combien ça lui coûtait, non? Probablement pas une fortune. Vrai, c'est là le débat. Pas une fortune, mais un prix d'une journée, on va dire, pour un designer en France, quoi. Donc après, je sais pas combien de temps il a pu mettre à faire ça. Souvent. 120 €. Ah ouais, non, c'est que dalle. Hein. Ah oui, non, 120 €. Ah ouais, j'avais en idée 500. Ah ouais, non. Ah ouais. Franchement, c'est une Ce qu'il y a, c'est que sur Fiverr, tu te retrouves avec des fourchettes de prix qui vont d'un truc qui va te coûter 5 € à 1000 €, et c'est aussi souvent là qu'il y a des petites polémiques. Mais après, il y a Benjamin qui avait fait une vidéo intéressante sur ça, justement, où il interrogeait un dev qui avait un tarif journalier en France qui était extrêmement bas. Et en fait, si je me souviens bien, c'était parce que c'était un étudiant. Un étudiant, ouais, il se faisait la main. Exactement. Ça me dit quelque chose, ouais. Et du coup, il s'éclatait à faire son truc. Et en plus, il gagnait de l'argent. C'est sûr, il faisait pas concurrence. Enfin, il voulait pas être sur le même marché que des professionnels, etc. Mais en même temps, justement, dans la vidéo, en fait, il est meilleur que la plupart des. C'est ça le pire. Mais je crois généralement, si t'es une grosse boîte, tu as un tarif qui est aussi bas, tu auras tendance à l'éviter, à aller voir un tarif qui est à peu près au marché pour. C'est ça qui est paradoxal, c'est que pour le coup, le prix sur l'étiquette joue aussi sur la valeur perçue. Ouais, clairement. C'est ça. Et pour le coup, là, Benjamin, avec ce petit jeune, là, il avait eu de la chance. Parce qu'en général, sur la plateforme, je pense que les prix sont souvent représentatifs de la qualité du travail, tu vois. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, ils ont mis en place sur Fiverr, par exemple. Encore, c'est pas si sûr, hein, franchement. Parce que dans sa vidéo, quand même, tu vois des gros déséquilibres parfois entre eux. Oui, bien les sûr. Mecs qui facturent des grosses blindes bien et qui. Enfin, des blindes, ça reste, honnêtement, ça reste Fiverr. C'est vrai qu'il a eu des. Ça m'a l'air compliqué. C'est un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est intéressant d'avoir un contact humain et non. Parce que là, tu passes par le chat, encore une fois. Sur Fiverr, je sais que tu remplis des formulaires. Enfin, c'est pas fou, quoi. Donc, ça, on va dire, c'est l'étape d'après. Ça dépend de ce que tu veux, quoi. C'est bosser avec un indépendant. Donc tu disais, toi tu parles du local parce que ça te touche. Tu es si je mes souvenirs sont bons, ton agence est en Vendée. Ouais, c'est ça. Et donc vous avez des clients principalement vendéens. Et c'est marrant. Très très chauvin. Non mais franchement, alors je sais que c'est un truc de la région aussi, mais j'ai l'impression que ça se perd un peu. Enfin, on a surtout sur ces nouveaux métiers-là, il y a cette notion que en fait, surtout avec ces plateformes-là, tu peux te retrouver à travailler avec un Thaïlandais et un Espagnol dans la même heure, quoi. Donc je pense que ça nous flingue tous un peu la notion le problème, en plus. de géographie, mais
Donc toi, tu dirais, non, il y a un intérêt. Bah, tu vois, moi j'avais des clients comme ça où on a été dans leur bureau et tout est blanc. C'est immaculé. Tu poses une tasse, t'as l'impression d'avoir foutu le bordel. Ouais. Et du coup, quand tu vas faire leur logo ou leur identité ou leur site, derrière, tu sais qu'ils vont vouloir un truc super épuré. Mais si tu les rencontres pas, tu le sais pas tout ça. Tu sais pas qu'ils sont dans cet esprit-là et qu'ils ont cette appétence-là pour quelque chose qui est super épuré, où il y a rien et qu'il faut que ça soit clean. Donc, le local, c'est chouette. Surtout sans parler de local, c'est la rencontre. Ouais, c'est au moins de pouvoir se voir peut-être en début de projet. Ou, c'est ça. On dit ça, mais nous, on s'est jamais vu. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais c'est après, possible. on a fait beaucoup de visio. Ouais, c'est vrai. Le visio, honnêtement, ça peut quand même fonctionner plutôt pas mal. Et surtout qu'en général, ton branding, c'est quelque chose qui va te suivre pendant des années, donc tu as intérêt vraiment à travailler avec des gens de confiance, avec qui tu t'entends bien, qui cernent bien ton projet, qui vont savoir répondre à tes attentes.